Aujourd'hui, ça va être la troisième partie sur les bilans financiers et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir avec ça. Les deux premières vidéos, il y en a un qui était sur les revenus et les dépenses et l'autre qui était sur les actifs et les passifs. Aujourd'hui, on va y aller vraiment avec les chiffres, les statistiques qui sont importantes à regarder. Et souvent, c'est ça qui est le plus oublié d'un bilan financier. Le monde regarde où ils ont mis leurs dépenses, combien d'argent qu'ils ont, combien de dettes qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait comme revenus, puis ça finit là. Mais il y a beaucoup de chiffres qui sont très importants à savoir et qui nous aident à avoir un meilleur contrôle de nos revenus. Donc, les analyses, c'est la section que je mets à droite dedans mon bilan financier qui est juste ici. La première chose que je calcule, c'est le revenu discrétionnaire. Donc, le revenu discrétionnaire, c'est vraiment simple. C'est tu prends tout l'argent que tu te fais dans un mois ou dans une année, puis tu enlèves tout ce que tu as dépensé. Qu'est-ce qui te reste? C'est ton revenu discrétionnaire. Dans le fond, ton revenu discrétionnaire, c'est qu'est-ce qui te reste pour être capable de faire qu'est-ce que tu veux. Tu sais, ça peut être de t'amuser, d'aller regarder un film au cinéma, d'aller avoir un souper au restaurant, d'investir ton argent. Coup que tu as payé toutes tes affaires, c'est quoi qui te reste? Moi, la façon que je le calcule, c'est que je le calcule en fait avec toutes les dépenses. Donc, si je vais au restaurant, ça va compter dans mes dépenses. Si je vais au cinéma, si j'achète de quoi, pour le fun, ça va compter, être dans mes dépenses. Puis, qu'est-ce qui me reste à investir, à épargner ou juste qu'est-ce qui me reste à faire qu'est-ce que je veux à la fin du mois, c'est ça qui est mon revenu discrétionnaire. Après ça, il y a une philosophie qui revient encore de Robert Kiyosaki, mais qui vient de vraiment beaucoup de monde, c'est qu'il faut investir 30 de son revenu. Donc, l'idée de ce 30 %-là, c'est d'avoir, ça peut être mis de plein de façons différentes. Ça n'a pas besoin d'être 30 c'est juste le chiffre qui est dedans. Mais pour y aller avec la philosophie de Robert Kiyosaki, avec ce 30 %-là, tu pourrais en mettre le tiers dans des investissements, le tiers qui va être dans investir sur soi-même et un autre tiers qui est sur une épargne. Dans le fond, d'avoir de l'argent qui est mis de côté. C'est sûr, si tu as des dettes, tu peux peut-être mettre l'argent que tu mettrais dans l'épargne sur tes dettes pour être capable de passer au travers de tes dettes. Si tu as déjà beaucoup d'épargne et tu veux vraiment investir, ben, cette partie-là que tu mettrais dans l'épargne, ben, tu peux la mettre dans un investissement à la place. Si tu ne sais pas trop dans quoi investir, ben en attendant, tu peux mettre l'argent que tu mettrais dans ton investissement, soit dans des épargnes que tu mets juste de côté ou dans de l'éducation. Donc, les deux prochains points, c'est dans le fond le compte d'investissement puis l'éducation, qui est dans le fond, j'ai compte d'investissement puis compte d'éducation qui est là. C'est finalement combien d'argent est-ce que je mets là-dedans, tout simplement. C'est une chose, l'argent que tu mets dans ton compte d'investissement, dans ton compte d'éducation, les chiffres que je dis, c'est des chiffres qui sont là. Moi, j'ai calculé en pourcentage, mais tu sais, le plus tu fais d'argent, si tu restes avec le même style de vie, tu vas arriver à un point où est-ce que tu vas avoir plus d'argent, plus que tu investis, plus que tu vas avoir de l'argent que tes investissements, plus que tu vas avoir réinvestir cet argent-là, plus, dans le fond, le pourcentage de ton revenu qui va être dédié à investir. Puis investir, ça peut être acheter des actions, ça peut être acheter des biens immobiliers, ça peut être de juste mettre de l'argent dans ta business. Mais le plus tu fais d'argent, le plus ton revenu augmente, le mieux, c'est de ne pas augmenter ton style de vie. C'est sûr, si ton style de vie est vraiment bas, tu manges juste du riz ou des ramen non-stop tous les jours, tu vis dans une place miteuse, tu dors sur un tapis au sol, peut-être que oui, là, ça vaut la peine d'augmenter ton style de vie, mais règle générale, le monde n'a pas nécessairement besoin d'augmenter leur style de vie drastiquement. Puis ça, c'est un des gros problèmes que le monde a. Quand que le monde font de l'argent, surtout quand c'est avec une job. Je ne sais pas, avec une job, on dirait que le monde, ils vont encore plus vouloir bien paraître. Puis il y a un petit peu le fait que le monde qui est autour de toi dans ta job vont avoir un certain style de vie, puis tu veux bien paraître par rapport à ce monde-là. Peut-être pas toi précisément, mais le monde d'habitude, ils ont cet effet-là qui arrive. Quand ils font plus d'argent, leur style de vie va augmenter. Le problème, c'est que, comme on l'a vu très bien avec le COVID-19, la sécurité d'emploi, ça n'existe pas. C'est un mythe qui était là. Ça fait des années que les experts financiers le disent que ça n'existe plus, mais le monde ne le voit pas. Puis avec le COVID-19, le monde, là, ils l'ont eu en pleine face qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi. Donc, le plus tu augmentes
ton style de vie en faisant plus d'argent, le plus est-ce que c'est risqué pour toi. Parce que si tu as beaucoup de dépenses, si tu as 2000$ par mois à mettre dans l'immobilier, dans payer ton loyer ou de payer une hypothèque, si après ça, tu as un autre 700$ à mettre par mois pour ton gros char que tu as telle autre affaire à payer, telle autre affaire à payer, puis à la fin, tu as vraiment beaucoup de dépenses. Si tu perds ta source principale de revenus, mais tu ne seras pas capable de continuer à ce rythme. Versus si tu augmentes ton revenu, puis que tu réinvestis cet argent-là et tu restes dans un niveau modéré de confort de vie sans augmenter les dépenses que tu as, mais tu n'as pas ce risque-là. Le prochain point, c'est la liberté financière. Donc, la liberté financière, comment est-ce que je peux expliquer c'est quoi, avant d'expliquer c'est quoi ce calcul-là? C'est juste la liberté financière, c'est dans le fond d'avoir un revenu passif qui paye toutes tes dépenses. C'est vraiment ça. Puis ça, dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que je calcule les revenus passifs et le portfolio, dans le fond, les revenus d'investissement que tu as et les revenus d'entreprise. Et combien de ce revenu-là, c'est quoi le pourcentage, dans le fond, de tes dépenses qui est payé par ce revenu-là? Si tu arrives à un point où tu es à 100%, mais là, tu sais que tu es libre financièrement. Tu peux continuer d'avoir un job, surtout si tu aimes ta job et que les affaires, ça marche bien, les revenus passifs que tu as ne t'obligent pas de laisser ta job, ben, tu peux continuer puis faire de l'argent puis réinvestir encore plus. Mais si ton but, c'est d'être libre financièrement, ça, c'est super bon à calculer parce que c'est littéralement ça qui va dire c'est quand tu es vraiment libre financièrement. Moi, je te suggérais de ne pas arriver flush puis de lâcher ta job, d'avoir un certain jeu. Je ne te dirais pas quel pourcentage, puis tout ça. Il y a beaucoup de monde que j'ai vu qui disent de 3 à 6 mois d'argent de côté, que c'est important d'avoir ça, mais sur le pourcentage de la liberté financière, il n'y a pas beaucoup d'experts qui disent rien de spécifique là-dessus, mais je te dirais, si tu as au minimum peut-être une fois et demie tes dépenses de base que tu es obligé de payer, ça inclut la bouffe, ça va inclure même les loisirs et tout ça, ça devrait commencer à être pas pire pour penser laisser ta job. C'est sûr qu'il faut regarder s'il y a une stabilité là-dedans, mais c'est pour dire que la liberté financière, finalement, c'est de calculer quel pourcentage de tes dépenses vient de revenus passifs. L'habitation, c'est le pourcentage de l'habitation. Combien est-ce que je paye dedans l'habitation? Là, c'est l'habitation en général, c'est pas juste le loyer. Si tu regardes, il y a les taxes sur l'immobilier qui est là, tu as les rénovations, tu as les assurances dedans les dépenses. L'assurance, c'est juste écrit assurance, mais en réalité, c'est les assurances logement. L'électricité, télécommunication, ça en fait partie aussi de l'habitation, de vivre, d'avoir une place où vivre, un toit, l'électricité, l'eau courante, si tu vis dans une place que tu es obligé de payer ton eau. Tout ça, c'est calculé dans l'habitation. Les experts financiers, je règle générale, je vois qu'ils disent que le mieux, c'est de dépenser 33% de son revenu et moins. Je sais qu'il y a des places que c'est quasi impossible. Au Japon, si je ne me trompe pas, c'est le 3/4 de leur revenu qui va dedans leur loyer, puis l'habitation, parce que c'est comme ça, les choses coûtent plus cher. Moi, je te dirais le mieux, c'est d'avoir maximum 33% de ton revenu qui sert à tes frais d'habitation, puis de rester avec ce que les experts financiers disent. Plus que ça va, plus ça va être dur, mais présentement, je pense encore d'actualité, ces chiffres-là. Et un autre chiffre que là, il n'est pas marqué et que je ne calcule pas non plus, c'est sur le loyer ou l'hypothèque. Beaucoup d'experts financiers qui vont dire que le mieux, c'est de ne pas payer plus que 25% de son revenu en loyer ou en hypothèque. Ça, c'est un chiffre que je trouve qui est très important à savoir, ce 25%-là, parce que ça t'aide beaucoup. Techniquement, 25% de ton revenu, c'est pas mal une semaine de salaire. Si tu es payé aux semaines, c'est parfait. Ça donne une bonne idée de combien est-ce qu'il faudrait que tu payes dans ton loyer. C'est sûr, si tu es en couple, si tu as des colocs, tu peux avoir un loyer qui est un peu plus cher, mais au final, tu ne devrais pas payer plus que 25% de ton revenu en loyer, selon plusieurs experts financiers, puis selon moi aussi. C'est beaucoup, si je m'entends dire des fois que le salaire minimum n'est pas bon, c'est basé spécifiquement sur ça. Parce que le salaire minimum présentement ne permet pas d'avoir un logement. Techniquement, quelqu'un qui a le salaire minimum devrait vivre dans les rues ou d'une chambre ou quoi, là, ou avec qu'est-ce que c'est présentement. Puis avec les prix des loyers de nos jours.
Je dis techniquement parce que c'est juste clair que je ne recommande pas ça. Là. Mais techniquement. Prochain point, c'est les impôts. Et encore une fois, c'est un pourcentage. C'est combien est-ce que tu mets d'argent dans tes impôts? Ça, c'est bien à savoir. C'est le fun à savoir spécifiquement parce que ça te permet de voir à quel point que tu as de l'argent qui part dans les impôts. Puis, si tu as des revenus passifs, tu as des entreprises, c'est le fun de voir que tu es capable d'avoir des façons de payer moins d'impôts. Parce que techniquement, tu as deux façons de payer ton impôt, peu importe ton type de revenu, mais tu as deux façons où l'impôt va être payé. La première façon, c'est que la personne qui va te donner l'argent va donner l'impôt au gouvernement et après ça, il va te donner ce qui reste, comment que ça se passe avec une job. Et tu as l'opposé qui est toi, tu reçois tout l'argent, puis c'est ta job de redonner l'argent que tu dois au gouvernement. Qu'est-ce qui est le fun avec cette deuxième façon-là, qui est quand tu as des investissements, quand tu as une entreprise, l'argent que tu fais, c'est de cette façon-là. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu as beaucoup de choses que tu peux déduire de ton revenu. Par exemple, si tu fais, je vais juste dire des petits chiffres, 10 000 et que pour faire ton 10 000 ça te coûte 5 000 de patente, que, mettons, tu fais des meubles, il faut que tu achètes des planches, il faut que tu achètes des outils, ça te coûte 5 000 en réalité, tu ne vas pas payer de l'impôt sur ton 10 000, tu vas payer de l'impôt sur le 5 000 qui reste, en considérant que tout ce 5 000-là que tu as payé est vraiment déductible d'impôt. Mais au final, tu vas payer de l'impôt sur un revenu qui est plus petit parce qu'en réalité, ton revenu est plus petit. Il y a de l'argent que tu as dépensés qui ont servi à ta business. Versus quand tu as une job, tu n'as pas ce bon côté-là. Tu vas peut-être avoir besoin de t'acheter des capes d'acier, peut-être avoir besoin de t'acheter des vêtements spécifiquement pour travailler un complet, par exemple. Puis ça ne va pas nécessairement être déductible d'impôt. Les autres dépenses que tu vas avoir ne vont pas nécessairement être déductibles d'impôt. Des fois, c'est peut-être que la place où tu travailles, tu as des choses que tu peux acheter qu'ils vont te le repayer. Par exemple, si tu as besoin d'une paire de gants de travail, tu les achètes, peut-être qu'eux autres vont vouloir te rembourser pour ça. Mais il faut pas nécessairement compter là-dessus. Par contre, d'avoir ton revenu avant de payer les impôts, c'est mieux. Le seul point qu'il y a avec ça qui est un petit peu négatif, que beaucoup de monde font, c'est que quand c'est la première fois que ça arrive, ils sont pas prêts, ils s'attendent pas à payer les impôts, puis là, ils trouvent l'argent. Le plus que tu fais d'argent la première année d'un revenu passif d'une entreprise, par exemple, le plus ça va être tough de trouver ton argent pour l'impôt. Et revenant avec ça, avec les crédits d'impôt, je te dirais que chose qui est vraiment important, c'est d'avoir un comptable. Faire ta propre comptabilité, comme ça, c'est le fun d'avoir une idée de qu'est-ce que tu as dépensé. Ça t'aide vraiment à avoir un meilleur contrôle sur ton argent. Mais d'avoir un comptable, ça te permet d'avoir quelqu'un qui travaille pour toi pour s'assurer que tu ailles le plus possible soit de retour d'impôt, si c'est possible pour toi, ou de différents crédits d'impôt pour être capable de réduire ce que tu as à payer en impôt le plus possible. Puis, quand tu as un bon comptable, ça coûte plus cher. Par contre, quand tu as un bon comptable, ce que tu gagnes à faire affaire avec un bon comptable, qu'est-ce que soit que tu as comme retour des impôts ou soit qu'est-ce que tu as besoin de payer, la diminution qu'il va avoir, ça va toujours être meilleur que ce que tu as payé ton comptable. C'est sûr qu'il y a un certain point où ça n'a pas de sens d'engager un comptable que tu vas payer 1 000 $ pour faire tes impôts si tu fais 30 000 par année, par exemple, parce que le retour ne va probablement pas être aussi bon que ça. Mais le plus tu fais d'argent, le plus tu vas avoir d'argent que tu peux sauver à l'impôt avec un bon comptable. Donc, ça vaut la peine de faire affaire avec un professionnel, même si tu fais affaire avec un comptable qui a moins d'expérience, qui coûte un petit peu moins cher, c'est toujours mieux de faire affaire avec un comptable que de faire ses impôts soi-même. Tu ne sauves pas d'argent. Le comptable, il sait c'est quoi, comment que ça se fait des impôts, il connaît bien sa job. C'est sa job de faire des impôts. Fait qu'il y a des affaires qu'il va savoir, toi, tu ne sais pas. C'est la raison pourquoi est-ce que tu préfères tes impôts si toi-même, tu es comptable. Après ça, le prochain point, ROI, ça veut dire Return on Investment, le retour sur tes investissements. Ça, c'est encore une fois un pourcentage et ce pourcentage-là, c'est vraiment simple. C'est, dans le fond, qu'est-ce que tu as présentement comme investissement à la bourse, les entreprises, tout ça, tout ce qu'il y a dans le bas ici, c'est les investissements que tu as dans ce bout-là et combien d'argent est-ce que tu fais avec ça, avec ces investissements-là?
c'est le pourcentage, dans le fond, le retour sur ton investissement. Ça, c'est très bon à savoir parce que, grossièrement, c'est le fun à savoir c'est quoi ton retour sur ton investissement, mais c'est bon aussi à savoir pour chacun de tes investissements. Sur la bourse, c'est très facile à savoir parce que, règle générale, si tu achètes des actions à quelque part, il y a soit en soi un système qui est là ou une personne qui va créer des tableaux sur les retours que tu as sur ton investissement. Ça se fait très bien. C'est très facile à savoir. Et ailleurs, tu es capable de le trouver toi-même. Si c'est pour ton entreprise, tu es capable de savoir combien est-ce que tu as dépensé pour ton entreprise, combien est-ce que ton entreprise vaut au final et combien est-ce que tu fais d'argent grâce à cette entreprise-là. C'est le fun de savoir ça pour savoir est-ce que l'investissement que tu as, elle gagne de l'argent ou elle perd de l'argent déjà. Et c'est aussi bon de savoir est-ce que ton investissement que tu as, qui peut être un business, qui peut être des actions, peu importe, de savoir est-ce que cet investissement-là, c'est un bon investissement. Parce que si tu as une action qui te rapporte 3% par année, ben, tu sais, c'est pas mal l'inflation, fait que tu ne gagnes pas grand-chose. Si tu as un investissement qui te rapporte 20% par année, là, ça, c'est vraiment bon. Puis aussi, ça va dépendre de c'est quoi l'investissement que tu as. Tu as certains investissements que tu vas t'attendre à faire un peu plus. Certains investissements que tu vas t'attendre à faire un peu moins. Le prochain point que j'analyse, c'est les dépenses nécessaires. Les dépenses nécessaires, ça le dit, c'est toutes les choses que tu es obligé de payer. Ça inclut le loyer, ou ton hypothèque, différents frais de rénovation, les assurances, l'électricité, télécommunications, tout ça. Ça inclut aussi tout ce que je mets dans la catégorie nourriture et vêtements, santé, bien-être. Si tu achètes du shampoing, du savon, tu es obligé de te laver. Techniquement, tu n'es comme pas obligé, mais tu es obligé de te laver. Donc, ça fait partie des dépenses nécessaires. Donc, toutes ces dépenses-là, selon, encore une fois, les experts financiers devraient être 55% et moins. Donc, ça n'inclut pas les dépenses nécessaires. Ça ne va pas inclure l'éducation, fonds d'investissement, tout l'argent que tu vas investir finalement, soit sur toi, soit sur quelque chose d'autre, l'argent que tu vas mettre de côté. Ça n'inclut pas le plaisir non plus. Donc, tout ce qui est dans haute dépense, ça n'en fait pas partie. Si tu s'en vas au cinéma, ce n'est pas une dépense nécessaire. Ça fait que si tu regardes le 55% et moins, et qu'est-ce que j'avais dit, de 30% à investir que les experts financiers disent. Puis je vais revenir un petit peu après, puis il y a le don à 5%. Ça fait un total de 90%. Donc, tu dois avoir un 10% qui sert à juste t'amuser, te faire plaisir. Si tu aimes les jeux vidéo, t'achètes un jeu vidéo. Si tu aimes d'autres choses, tu aimes aller au cinéma, acheter des billets de cinéma, tu as un 10% qui sert à faire qu'est-ce que tu aimes. Parce que l'argent, c'est pas juste pour manger, puis avoir un toit, et pour investir, puis pour apprendre, c'est aussi pour avoir du fun. Le prochain point, les dons. Pourquoi est-ce qu'il y a 5%? Et ce 5%-là va être variable. Je dis 5% parce qu'au Canada, tu peux avoir jusqu'à 5% de ton revenu que tu vas faire des dons, qui va être déductible d'impôt à 100%. Donc, faire des dons, c'est toujours une bonne chose de faire quelque chose de bon pour la société, pour le monde. On ne va pas se le cacher. Mais le crédit d'impôt, c'est une bonne chose aussi. Ça, donc là, on ne va pas se le cacher. Si tu es capable de faire ça, que ça soit bon pour tout le monde et bon pour toi aussi, bien, tant mieux. Qu'est-ce que je te dirais? Si tu fais des dons, assure-toi d'avoir une facture avec ton don. Ne fais pas juste arriver d'une place, mettre ton petit change dans un pot. Quoi que tu peux faire ça aussi, je te dis. Ça, il n'y a pas de problème. Mais financièrement, si tu fais un don à quelque part, qui vont te donner un reçu que tu peux donner à ton comptable et que ça va être déduit à l'impôt ensuite. Et là, je dis garder à 5% dessus, mais ça, c'est selon les lois canadiennes. Donc, si tu vis en France, ce 5%-là, c'est peut-être par un quelconque hasard aussi le même chiffre, mais c'est peut-être pas ce même chiffre-là non plus. Il y a des bonnes chances que si tu n'es pas au Canada, que c'est un autre chiffre. Donc, pour savoir quel chiffre mettre, regarde. Va voir un comptable dans ton pays, puis demande-y tout simplement. Tu peux même faire une petite recherche sur Internet, ça ne va pas être bien dur à trouver non plus de toute façon. Prochain point, les dettes, savoir combien est-ce que tu payes dans tes dettes, quel pourcentage de ton revenu est
mis dans tes dettes. Et de voir ça, c'est vraiment intéressant de savoir combien est-ce que tu payes dans tes dettes, parce que l'objectif, c'est de payer le moins possible de dettes. C'est sûr que si après ça, tu as des dettes qui sont des bonnes dettes, qui te rapportent de l'argent, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, si tu achètes un bloc immobilier, ce bloc immobilier-là se paye de lui-même et en plus de ça, tu as fait de l'argent dans tes poches, mais tu es content de payer ces dettes-là. Mais si les dettes que tu as, si tu as une carte de crédit, un char, des meubles que tu as achetés à crédit, ton propre loyer, ton propre hypothèque, je veux dire, pas d'une place que tu loues, tu veux descendre cette dette-là, ce paiement de dette-là, le plus bas possible parce que l'argent que tu payes à payer des dettes, c'est de l'argent que tu n'utilises pas à investir puis faire plus d'argent, tout simplement. Il n'y a pas de chiffre, mais techniquement, le bon chiffre, c'est 0, mis à part si tu investis dans l'immobilier, dans quelque chose que, encore une fois, tu as une bonne dette. C'est vraiment très, très, très variable. C'est quoi le bon ratio de dette à avoir? Mais encore une fois, le bon ratio, c'est 0 de mauvaise dette, puis peu importe tant que tu fais de l'argent de bonne dette. Prochain point, c'est l'épargne. C'est combien, en fond, d'argent que tu mets dans ton épargne. C'est bon à savoir ça aussi. Ça fait partie du 30 que je disais, 10 d'épargne, 10 d'éducation, puis 10 d'investissement. Je ne marque pas de pourcentage là-dedans parce que c'est vraiment, tu sais, ça va dépendre de plein de facteurs. Tu sais, si tu as 50 000 pièces de côté, juste en épargne, tu n'as pas besoin de continuer d'épargner. Tu sais, techniquement, 20 000 selon ton revenu en réalité, parce que beaucoup de monde vont dire c'est bon d'avoir de 3 à 6 mois de ton revenu en épargne. Le 20 000 c'est qu'il y a beaucoup de comptes de banque, que c'est à peu près ça, 20 000 là, ça va dépendre de la banque. Là. Mais à 20 000 dans ton compte de banque, tu n'as plus besoin de payer de frais bancaires. Puis d'avoir cet argent-là de côté, c'est aussi ça donne un bon safety s'il arrive quelque chose. Prochain point, c'est les autres dépenses. Les autres dépenses, c'est toutes les choses un petit peu moins importantes. Tu sais, qu'est-ce qui va être pour le plaisir. C'est bon de garder ce chiffre-là bas, mais il faut quand même qu'il y ait un certain pourcentage là-dedans. Tu ne peux pas juste tout mettre ton argent dedans, juste les choses utiles et juste dans investir ton argent. À quelque part, il faut que tu fasses des affaires le fun. Il faut que tu sortes, il faut que tu t'amuses, il faut que tu aies du plaisir dans la vie. Oui, il faut que tu aies du plaisir à faire ce que tu fais comme job et comme business. Ça, c'est sûr. Mais si tu as d'autres passions, tu mets de l'argent là-dedans aussi. Puis même si c'est pas juste des passions, juste d'avoir des petits temps, partir en vacances, relaxer, aller à quelque part, aller voir un film, peu importe, il faut que tu aies un certain budget qui est là pour ça. Il faut que ce soit pas trop élevé, faut pas que ce soit trop bas non. Une fois les experts vont dire 10 ça va être à toi de trouver vraiment ce que ton sweet spot. Puis ça va aussi être selon le revenu que tu fais au final. Mais pour les besoins de tout ça, on va garder un certain pourcentage tout simplement. Et le dernier point, le meilleur point, c'est la richesse. Et il y a beaucoup de monde qui vont calculer la richesse en argent. Et c'est bon de savoir combien d'argent tu as. Mais la meilleure façon de calculer la richesse, c'est en temps. Combien de temps est-ce que tu es capable de toffer avec tout ce que tu as? Mettons qu'il arrive de quoi, tu ne peux plus travailler. Ce que tu peux faire, c'est tout liquider ce que tu as, puis vivre de tout ça en gardant le même style de vie. Mais ça, c'est la richesse. Ça, c'est bon pour plusieurs points, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le fun de voir que ce chiffre-là augmente quand tu commences à voir ça en année. Que tu dis que tu as assez de richesse pour t'offrir, mettons, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est bon aussi si tu veux prendre ta retraite. Si ton objectif, c'est de prendre ta retraite, tu vas regarder à quel âge que, en moyenne, le monde vive dans la place que tu vis, par exemple, jusqu'à 85 ans, surtout là, avec comment est-ce que la santé, le domaine de la santé est de plus en plus évolué. Tu pourrais t'attendre à vivre, mettons, jusqu'à 90 ans. Ce ne serait pas irréaliste de vivre jusqu'à cet âge-là. Mais de calculer la richesse que tu as, si ton but, c'est juste de éventuellement prendre ta retraite, c'est bon de savoir ça. De savoir combien d'années est-ce que tu es capable de toffer avec ce que tu as en gardant le même revenu. Il y a beaucoup de monde qui vont se dire, beaucoup d'experts financiers experts financiers, je dirais plus des conseillers financiers en réalité du monde qui veulent te vendre de quoi là, pour des REER et tout ça. Je ne suis pas sûr que je devrais en dire expert financier dans ce cas-là, qui vont dire que le revenu qu'on a, pas le revenu, mais les dépenses qu'on a diminuent quand on prend notre retraite. Et en un sens, c'est vrai. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont diminuer. Par exemple, tu n'as plus besoin d'aller au travail. Donc, vu que tu n'as plus besoin d'aller au travail, tu n'as plus besoin de mettre de gaz dans ton char. Ben, plus autant. Tu n'as pas autant de millage que tu fais, moins de changement d'huile, moins de réparations à faire sur ton véhicule.
tu vas peut-être avoir certaines autres dépenses parce que tu as un travail que tu n'auras plus. Donc, oui, c'est vrai, il y a des dépenses qui vont diminuer quand on prend notre retraite. Par contre, il y a de quoi que j'ai jamais entendu aucun conseiller financier parler, quand c'est comme super évident, c'est qu'il y a une inflation qui existe. Et cette inflation-là, de 2 à 3 à chaque année, fait en sorte que tout coûte plus cher. Donc, oui, tu vas payer moins cher pour tes patentes, mais les dépenses que tu as vont être plus grandes, de plus en plus grandes. Puis ça, cet impact-là, c'est pas juste à partir de la retraite. Tu sais, si tu es à 55 ans et tu penses à la retraite, l'inflation sur ton revenu va pas être sur tes dépenses, ne va pas être si importante que ça versus si tu as 20 ans. Parce que si tu prends ta retraite à 65 puis tu as 20 ans, il y a beaucoup de temps qui va se passer, beaucoup d'inflation qui va avoir. Fait que tout va coûter pas mal plus cher rendu là versus à 55 ans, c'est dans juste 10 ans que l'inflation ne va pas avoir eu le temps de faire un si gros impact sur ton revenu. Donc, oui, ton revenu va baisser, mais le mieux, c'est de calculer ça tout simplement avec les dépenses que tu as présentement. Ne pas arriver et dire tu vas dépenser moins parce que tu vas être à retraite. Tu vas probablement dépenser autant parce que les choses vont valoir plus cher et aussi parce que tu ne vas pas avoir de job, tu n'auras plus grand-chose à faire. Puis à un moment donné, ça va peut-être te faire chier, puis avoir le goût de faire plus de choses, de trouver des activités, de mettre de l'argent là-dedans. Tu vas pouvoir peut-être gâter ta famille, acheter des choses pour tes petits-enfants, avoir plus de dépenses. Fait que moi, je ne crois pas à ça que les dépenses vont vraiment diminuer. Les dépenses que tu as à ta retraite, les dépenses reliées au travail ne vont plus être là, ça c'est sûr. Mais je pense que les êtres humains, on est très bons pour se trouver des nouvelles dépenses, surtout quand on a beaucoup de temps. Donc, le mieux, c'est de regarder en année avec le revenu que tu as présent. Ça, c'est juste mon avis. Et la plupart des conseillers financiers ne vont pas prendre cet avis-là, mais ça, c'est mon avis. C'est aussi le fun de savoir la richesse que tu as, même si tu n'as pas en tête de prendre ta retraite. Si, qu'est-ce que tu fais, t'aimes ça, c'est le fun, puis tout. C'est le fun de savoir combien d'années que tu peux t'offrir avec la richesse que tu as, parce qu'il peut arriver quelque chose. Tu peux tomber malade, il peut arriver une bad luck. Puis d'avoir une couple de mois, une couple d'années, comme que je disais, le mieux, c'est d'avoir une épargne de 3 mois à 6 mois. D'avoir une couple d'années qu'on est capable de t'offrir. Si c'est une grosse bad luck, tu tombes malade, tu es blessé, peu importe, c'est le fun de savoir combien de temps tu es capable de t'offrir avec ce que tu as. Ça, cette richesse-là, c'est vraiment avec la liquidation de ce que tu as et non avec les revenus passifs. Donc, c'est sûr que si ton revenu passif paye tout ce que tu n'as pas besoin de rien vendre, de rien liquider. Mais c'est quand même bon de savoir ce chiffre-là. Fait que c'est ça les différents calculs que je fais dans le bilan financier. Il peut y avoir d'autres calculs qui sont intéressants à faire, mais moi, je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Et surtout, si tu trouves que ça a été très instructif, partage cette vidéo-là au plus de monde possible. La raison que je fais ça, c'est vraiment pour aider le plus de monde possible à avoir un meilleur contrôle de leurs finances, une meilleure idée, dans le fond, de leur argent, où est-ce que ça s'en va. Donc, si ça t'a été utile, partage cette vidéo-là. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.